Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'immobilier coté, des foncières cotées en bourse en Europe notamment. C'est le domaine d'expertise et l'univers d'investissement de Laurent Saint-Aubin, gérant chez Sofidy, qui est à mes côtés en plateau. Bonsoir et bienvenue Laurent. Bonsoir. Oui, l'Europe, les foncières cotées européennes, c'est votre univers d'investissement à travers le fonds Sélection 1 que vous gérez. On se parle régulièrement, Laurent, l'idée étant de faire un état des lieux quand même du secteur boursier des foncières et de dresser peut-être quelques perspectives. À fin juin, je relisais vos notes de marché. Vous estimiez que les foncières cotées européennes étaient survendues. Où est-ce qu'on en est après le mois de juillet et le mois d'août, en ce début de mois de septembre, Laurent? Alors, j'ai été prophète entre début juillet et le 15 août. Ouais. Les résultats des foncières ont effectivement été très bons. Bonne croissance locative, premiers effets positifs de l'indexation, cette protection contre l'inflation dont bénéficient les foncières, la visibilité dans un environnement économique négatif offerte par la durée des baux. Donc ça, c'était bien. Et puis cet effet locatif qui a contrebalancé l'effet de la hausse des taux et s'est traduit par une stabilité des valeurs d'expertise. Donc au total, les valorisations qui étaient revenues début juillet à leur niveau de 2009, c'est-à-dire plus de 30% de décote sur ANR, étaient effectivement trop basses. Donc le marché en a tenu compte jusqu'au 15 août, avec une légère surperformance même des foncières. Et puis à partir du 15 août, on est reparti dans le talon d'Achille des foncières cette année, c'est-à-dire la prépondérance des anticipations macroéconomiques, des anticipations de taux. Et donc tout le monde a commencé à spéculer sur ce qui allait se passer à Jackson Hole, a bien oublié la spécificité des foncières. Et donc on est reparti violemment à la baisse pour retoucher ces jours-ci les plus bas de l'année. Ah oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Mais je vais même le dire encore plus directement que vous, Laurent. Même cette phase de rallye de 6 semaines, donc de début juillet jusqu'au 15 août, pourquoi les foncières surperforment? Parce que le 10 ans allemand passe de 1,30 à 0,80, que le 2 ans allemand retombe à 0,25. Il n'y a que les taux qui font bouger. Alors, les marchés actions sont devenus une fonction des taux, mais pour un secteur comme les foncières, c'est le principal déterminant aujourd'hui. C'est ce que vous diriez ça comme ça ou pas, Laurent? Alors, le point quand même positif, c'est la violence en termes d'ampleur et de rapidité du rebond. Ouais. Ce rebond, il aura lieu un jour. Ouais. Il n'aura lieu effectivement. Le sujet, c'est pas le niveau des taux, c'est la stabilisation des anticipations. J'entends. Quand la Banque centrale américaine est passée d'un discours flou sur l'inflation qui était transitoire à un discours très dur. Ça offre finalement une visibilité au marché. Les marchés américains performent mieux, y compris les foncières. Moi, j'en suis resté à la dernière réunion de la BCE. Christine Lagarde explique qu'elle ne peut pas donner de chemin de hausse des taux, qu'elle se prononcera avant chaque réunion en fonction des données économiques. Ça, c'est violemment anxiogène. Oui. Plus les banques centrales seront agressives, plus ça fera baisser les anticipations de taux longs, de hausse des taux longs, plus ça sera bon pour l'immobilier coté. Vous avez évoqué les résultats, et évidemment, cette partie-là fondamentale, elle est quand même importante. Dans les prochaines séquences de publication de résultats, est-ce que justement l'aspect fondamental, les bons résultats, résilients des foncières jusqu'à présent, est-ce que ça peut trouver un éclairage nouveau auprès des investisseurs dans un contexte où on attend quand même que généralement les résultats se dégradent plus qu'ils ne se sont dégradés aujourd'hui, c'est-à-dire à peine pour l'instant? Alors, les résultats vont certainement se dégrader plus qu'escompté pour les secteurs industriels, le secteur des services, où on a vu finalement, avec les résultats du premier semestre, une très bonne résistance des marges, une capacité à augmenter les prix. Ça, c'est terminé. Je pense que les anticipations des analystes sur ces secteurs-là sont beaucoup trop optimistes. Donc là, gros risque. Donc, effet relatif plutôt positif sur les foncières, parce que les foncières, c'est toujours la même chose. On sait quel montant de loyer elles vont percevoir dans les mois à venir. C'est inscrit, c'est contractuel. Et on sait aussi que même si l'indexation a été capée à la hausse, elle s'accélère. Donc ça, c'est positif. Donc, effet relatif positif.
il est clair par contre que le rebond des marchés et des fonciers en particulier, il ne se fera que quand cet environnement d'anticipation de taux sera stabilisé, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. La composante rendement des foncières, elle est un peu mise de côté aujourd'hui. C'est un point d'ancrage fondamental pour des investisseurs qui chercheront à se protéger de l'inflation encore demain. Alors, c'est un point effectivement très important. Aux cours actuels, le fonds que je gère, par exemple, dégage un rendement sur dividende qui approche 4,5%. Donc ça se compare bien à d'autres produits de placement immobilier et c'est quelque part une protection dans un mouvement où les investisseurs délaisseraient massivement les actions pour retourner sur les obligations. Ouais. Vous suivez toujours de près, évidemment, les transactions physiques. Il y a une transaction qui a marqué l'été, ou ces derniers mois en tout cas, Laurence, c'est Unibail-Rodamco-Westfield qui a cédé un actif aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il faut savoir de cette transaction? Quel prix, quelle valorisation a pu atteindre cet actif immobilier dans cette opération et quel signal ça envoie au marché? Donc la transaction pour Unibail-Rodamco, pour le programme de désinvestissement d'Unibail-Rodamco, n'est pas fondamentalement un game changer, mais c'est très intéressant. Ça montre, c'est la plus grosse, donc c'est un peu moins de 600 millions de dollars sur un beau centre commercial, mais pas un centre commercial ultra prime dans le sud de la Californie. Ça montre, donc c'est la plus grosse transaction depuis 2018. Donc ça veut dire que l'investissement immobilier en actifs physiques, il reste là. Et il reste là parce que vous avez des investisseurs qui sont toujours là, des investisseurs qui ont beaucoup de collègues structurels, en France typiquement les SCPI, et des investisseurs faiblement endettés, des particuliers fortunés. C'était le cas de l'acheteur d'Unibail. Oui, c'est un gros particulier. Oui. Et des fonds souverains aussi. Donc il y a toute cette masse d'investisseurs qui est toujours là. Et effectivement, dans ce contexte boursier, il est très intéressant de regarder les transactions et de regarder les cours de bourse et ce que les cours de bourse nous disent sur les taux de rendement implicites des actifs. Et quand on voit des transactions réelles qui se font à des niveaux de taux qui sont inférieurs, c'est un signal positif. Et le marché ne s'y est pas trompé. D'ailleurs, il y a eu beaucoup d'OPA sur des valeurs cotées sur les 6 derniers mois pour tirer parti justement de l'écartement entre les cours de bourse et la réalité du marché physique qui reste bien orientée et active. Oui, mais c'est pour celui qui veut être investi en bourse sur de l'immobilier, ce qui se passe là, c'est plutôt un bon signal. C'est sur le marché réel physique, les prix ne sont pas les mêmes. Les prix sont plus élevés. Un mot également, alors c'est un immobilier dont vous nous avez régulièrement parlé, Laurent, parce que c'est un des segments immobiliers qui a connu peut-être la plus forte croissance ces dernières années. L'immobilier logistique, comme on dit, avec évidemment derrière le thème du e-commerce. Mais pas que, d'ailleurs. De ce point de vue-là, moi, j'ai en tête le signal envoyé il y a déjà quelques mois par Amazon aux États-Unis. La course à l'espace de stockage, c'est terminé. Ça y est, pour nous, le périmètre, là, est bien mesuré par rapport à ce qui nous arrive. Et on arrête d'acheter des mètres carrés partout pour avoir toujours plus de stockage aux États-Unis et dans le monde. C'est Amazon. C'est un message majeur. C'est Amazon aux États-Unis ou est-ce que c'est, je ne sais pas, un mouvement plus général qui est en train de se dessiner autour de cette partie logistique de l'immobilier? Alors, il faut savoir qu'Amazon a toujours été dans des anticipations très agressives en matière de location d'espaces de stockage. Donc, ils suranticipaient. Donc, ils étaient très en avance. Ils voyaient gros, quoi. La part de marché du commerce électronique est bien supérieure aux États-Unis à ce qu'elle est en Europe, et particulièrement en Europe continentale, et encore plus particulièrement en Europe du Sud. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que toutes les sociétés cotées européennes sont relativement peu exposées à Amazon. Je crois que la société la plus exposée, c'est l'acteur pan-européen qui s'appelle Sigro. Ça doit faire 4% des loyers. Et puis, il y a effectivement un ralentissement du commerce électronique qui va de pair avec le ralentissement économique. Mais il faut quand même avoir en tête un autre élément qui, lui, est favorable à la logistique, c'est le restockage local opéré par les
les marques en particulier textiles, qui ne peuvent plus s'appuyer sur la mondialisation triomphante. C'est compliqué de faire venir des chemises du Bangladesh aujourd'hui. Donc on restocke localement, ce qui veut dire qu'on a besoin d'espaces de stockage supplémentaires. Alors vous avez deux segments de marché assez différents. Vous avez les grands entrepôts logistiques en périphérie ou en province, qui eux sont plus sensibles à la conjoncture. Et puis vous avez cette logistique urbaine qui répond à l'impératif de livraison instantanée, qui elle va continuer de se développer. Oui, ça m'intéresse là. On est en pleine polémique sur les dark stores, le quick commerce, etc. Il y a quand même l'idée qu'on veut réguler ce genre de tendance. Par exemple, aujourd'hui, vous commandez un bien sur Amazon. Si vous n'êtes pas chez vous, je crois que le livreur va se représenter 3 fois chez vous. On pourrait imaginer une réglementation où les autorités locales, municipales, imposent des points de stockage et Amazon aurait un espace de stockage dans chaque arrondissement ou dans chaque groupe d'arrondissement. Donc c'est de la demande future pour de l'immobilier logistique en centre-ville. Ouais. On suivra ça avec attention, hein. C'est vrai que cette partie de l'immobilier logistique est quand même passionnante, connectée avec nos modes de vie urbains, en l'occurrence, quand on parle effectivement de ce type de commerce et de la livraison express. Merci beaucoup Laurent. Laurent Saint-Aubin qui était avec nous en plateau pour évoquer donc ce sujet de l'immobilier coté, les foncières cotées, hein. C'est le sujet d'expertise du fonds que vous gérez chez Sofidy, Sélection 1. Laurent Saint-Aubin, gérant chez Sofidy, est avec nous, l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.